bah, c'était la préoccupation principale. Il y avait les tickets. Nous étions encore favorisés parce que nous avions quelques contacts à la campagne, mais les gens nous connaissaient, ils n'osaient pas nous vendre à un prix trop élevé, donc ils n'avaient rien, souvent. Enfin, on rapportait quand même quelques œufs, quelques fromages, du beurre. On faisait des conserves d'œufs, ça n'existe plus, ça. Tout ce qui était alimentaire était réglementé par des cartes alimentaires. Il y avait les J1, J2, J3 suivant l'âge. On avait droit à tant de pain, par jour. On mangeait des pains infects, pour ne pas dire dégueulasses. On jetait surtout pas les cosses de petits pois parce qu'on en faisait des pois gourmands. Tous les matins, on avait le journal, Le Progrès. Il y avait la distribution, ou du beurre, ou du pain, de la margarine, tout. Le café, c'était de l'arzac, c'était pas du café. Alors, ma mère, quand j'arrivais de travailler, elle me dit, Mathieu, à moi. Il n'y en avait plus quand j'y allais chez les épiciers, parce que les gens étaient bonnes le matin. J'allais dans une épicerie qui était à la Croix-Rousse, qui ouvrait le samedi pour les gens, à pied, hein, pour avoir 200 grammes de beurre. Quand il faisait chaud, il était tout fondu. Enfin bon, on léchait le papier. Non mais c'est vrai, on s'en est vu hein, pendant la guerre. Mais il y en avait qui avaient de l'argent, qui pouvaient vivre de marché noir, mais nous, on ne pouvait pas. Il y a des gens qui ont été très, très, très malheureux pendant la guerre au point de vue alimentaire, ça c'est sûr. Et si je puis ajouter une note inattendue, mais qui est très féminine, il y avait une telle carence et un tel déséquilibre dans l'alimentation qu'une quantité impressionnante de femmes, dont j'étais, on a perdu nos règles. Pendant 13 mois, c'est vous dire les répercussions en profondeur qu'il y avait sur l'équilibre de vie des gens. Hein. Non, chacun essayait de se débrouiller. Mais il y en a qui n'étaient pas tellement gâtés pour le faire. Je voyais, quand on était à la campagne, on prenait les trains qui étaient bondés. Il y avait toujours les gens qu'on voyait, il y avait beaucoup de monde, mais il y avait bien des employés de la SNCF, enfin c'était pas la SNCF, c'était le PLM à ce moment, qui leur jour de congé, puisqu'ils ne payaient pas le train, allaient chercher du ravitaillement comme ça, de ci, de là. Je me suis fait arrêter au poste de police à Saint-Clair, parce que le couvre-feu c'était à 10h, c'était l'été, à 9h ou 10h. Et moi, je venais de Bissardon, j'avais de la famille à Bissardon, et j'avais un oncle qui ravitaillait l'armée, les hôpitaux. Alors, il cabossait des boîtes pour dire qu'elles étaient abîmées, et nous les donnait. Alors, j'étais montée, mais pareil, je suis arrivée un petit peu tard dans la rue. Les flics, en parlant poliment, m'ont fait rentrer. Alors, ils me demandaient ce que je faisais. Alors, j'ai dit, bon, ben, j'ai de la famille, ils m'ont donné du ravitaillement. Pour un peu, ils m'auraient piqué mon ravitaillement. Je me souviens, c'était la même chose pour les textiles, puisque j'avais un manteau qui était usé au possible. Et bien, dès qu'on me l'a sorti sur le dos, il a été emporté pour qu'on nous donne des tickets de textile en contrepartie. Et oui, tout le monde essayait d'élever des animaux. Et là, une fois, on avait obtenu, je ne sais pas, ma mère n'arrêtait pas non plus de courir pour essayer de trouver de la nourriture. Elle avait eu un jambon au prix fort. Alors ça nous a quand même fait un certain temps. Alors mon frère, quand il venait en permission, il avait des tickets de ravitaillement. Et je me rappelle tout le temps, le 4, je ne me rappelle pas ce que c'était, on grattait pour laisser la barre du milieu. À la barre du milieu, on avait droit à 100 grammes de pain. Alors on cherchait une boulangerie où c'était pas bien éclairé. Là, on allait à la passerelle du collège, je ne sais pas si vous connaissez, à pied. On avait vu une boulangerie qui était sombre. Alors on est avec des becs de gaz, vous voyez, c'était pas bien. Puis la dame, elle était âgée. Alors, parce que quand on grattait, il y avait du jour à travers. Alors il fallait faire attention. Mais moi, tout le temps, ça marchait. La France, à ce moment-là, il y avait les pétinistes et
tous ceux qui avaient fait la guerre de 14 disaient que Pétain avait bien fait d'aller signer à Montoire pour arrêter la guerre, et tous ceux qui, au contraire, pensaient qu'il ne fallait pas faire comme ça, et qui suivaient attentivement la radio de Londres, étaient à l'opposé. Donc, leur famille étant à l'opposé, nous, les lycéennes, on reflétait la pensée de notre famille. Donc, moi qui étais d'une famille où il y avait eu beaucoup d'engagés volontaires en 14, mon grand-père, qui était quelqu'un d'âgé à la guerre de 14, mais il savait conduire, ce qui était quand même assez rare, hein. Il s'est engagé et il a fait la guerre comme ambulancier. Donc ma famille, c'était vraiment des gens convaincus qu'il fallait soutenir Pétain. Et puis il y en avait d'autres familles qui soutenaient De Gaulle. Et au lycée, on discutait ferme. Hein. On partait au lycée avec le masque à gaz en plus du cartable à la main. Quand il y avait des alertes au lycée, on était bien contente parce que ça suspendait les cours. On descendait à la cave avec le masque à gaz, puis peut-être que si ça durait, on nous faisait faire des exercices, mais c'est pas sûr. J'ai pas bien de souvenirs. Et puis on avait une directrice qui s'appelait Madame Brunswick, et qui très vite, ça n'a plus été Madame Brunswick. Au lycée où j'étais, il y avait certainement un noyau de professeurs qui faisaient de la résistance. Et il y avait une petite professeure très effacée. Je suis qu'elle avait été déportée après, mais on ne serait pas imaginé qu'elle avait un rôle, enfin, une activité un peu clandestine. C'était à Lyon-Broderie, avenue des Cottages, à Caluire, là. Ben, c'est un atelier de broderie. On avait des métiers de 14 mètres et 2 étages, vous voyez. Et alors on brodait sur les tissus. Dans le moment, on faisait beaucoup de broderie anglaise, vous voyez. On faisait, pour faire des peignoirs en watine, vous voyez. On faisait beaucoup de choses. Et je suis restée 14 ans là-bas. Un matin, je vais travailler, puis le directeur, donc c'était M. Gladieux, il me dit, tu vas prendre ton vélo, tu vas aller à Valbonne. Je dis, pourquoi faire? Tu vas aller prévenir là-bas où est ton frère, au 61e d'artillerie, que les Allemands, ils sont arrivés, ils sont à la Part-Dieu. Alors, sauf qu'il peut pas être prisonnier. Alors, ma Simone, elle a pris le vélo, elle est partie, mais j'avais froid. Hein. On n'était pas habillés, hein, c'était la guerre. Hein. Et je suis arrivée à la caserne, il y avait un planton, un jeune. Alors, je lui dis, je voudrais voir, je sais pas quel grade lui dire. Enfin, je lui dis, parle de mon frère. Je lui ai dit, je veux voir mon frère, il est sous-officier, là, enfin bon. Il m'a dit, il n'est pas là, il est parti à l'entraînement avec des jeunes. Ben, j'ai dit, je voudrais voir un responsable, il me dit, pourquoi? Ah, je ne pouvais pas lui dire. Alors il a cherché un gradé, un gros, il m'a regardé dans sa l'œil, il a dit, que c'est cette merdeuse là qui vient là. C'est vrai, j'y ai pensé, hein. Alors quand je lui ai dit, il ne voulait pas le croire. Ils ont téléphoné, les lignes étaient coupées. Alors sauf qu'il peut, mais presque tous sont partis. Juste les jeunes qui étaient engagés de la veille ou de l'avant-veille, ils n'ont pas pu sortir. Ils étaient prisonniers à 4 h du matin. On est compte? On avait des patrons, directeurs vraiment gentils. Oh, puis lui, le directeur, je vous dis, il était débrouillard. Il allait pour le ravitaillement, il ne voulait pas qu'on meure de faim. Alors, il avait acheté un petit cochon. Adolphe. En 1942, je travaillais à la maison Berrier, qui faisait des camions, donc à Vénissieux. Alors, le matin, il fallait partir de bonne heure, parce qu'on faisait les 3-8. Alors, quand on faisait l'équipe de 6-2, il fallait partir à pied, depuis la Poste Gaillard, jusqu'à la place Raspail à pied, avec pas grand-chose dans le ventre, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose à manger. Hein. Et donc, place Raspail, il y avait une espèce de vieux car qui nous posait des électrodes hydrauliques, qui datait de je ne sais pas quand, et on montait dedans, ça marchait au gaz au bois, à l'époque, comme il n'y avait pas d'essence. Et les pneus, c'était pas des pneus, c'était des bandes de caoutchouc qui avaient autour des jantes. Et on nous emmenait donc à Vénissieux. Et puis tous les matins, je faisais ça, puis mon frère qui travaillait au confort rationnel électrique, à la place de la Ligue protestante, il m'a dit, tu ne vas pas faire ce trafic tout le temps. Il dit, moi je vais te faire rentrer chez nous, donc au confort rationnel électrique. Ben j'ai dit, oui, d'accord, c'est à tes côtés, là, ça va bien. Il m'a fait rentrer là-dedans, ça a bien été. Lui, il venait juste de se marier. Il a reçu ses papiers, réquisition pour l'Allemagne. Alors il est descendu avec ses papiers, il était
les autorités allemandes, françaises, ils lui ont laissé quand même un délai. Il a dit, mais vous serez reconvoqué par la suite, tranquillisez-vous. Ils lui ont laissé un délai. Et puis, un jour, on était à la maison là-bas, un flic qui tape à la porte. Qu'est-ce que c'est? Ben, je vous amène les papiers pour votre fils qui va partir même. Pour la relève. Ah bon? Il dit, ben, c'est Joseph. Non, c'est Maurice. Ah ben, j'ai dit, tiens, ça y est, c'est pour toi. Il y avait un train qui nous attendait à la gare des Bateaux, là-bas, à 20h ou 22h le soir. Et je devais partir là-bas en Autriche, donc à Graz. C'était la deuxième ville d'Autriche. Et j'ai retrouvé 2 copains de carrière là-bas dedans, et puis un copain qui s'appelait Raymond Loffenberg, qui habitait à la Croix-Rousse. On a fait connaissance avec lui. Il était de parents flamands d'origine belge, et il parlait l'allemand parce qu'il nous a bien rendu service. On est parti avec lui jusqu'à Graz. On est arrivé à Graz la nuit aussi là-bas, dans des baraques en bois. Il y avait des chalets, pas une paillasse dessus, bien sûr. On a couché sur les planches. Et puis, le lendemain, ils nous ont fait déshabiller. Tous les habits qu'on avait sur le dos. Et les victuailles qu'on avait dans la valise, qu'on avait pu emporter, il fallait les mettre de côté. Ils nous ont laissé presque une journée tous deux, qu'ils ont passé à la désinfection. Et ceux qui avaient des bestioles, tout rasés. Et après, il y a eu le marché aux bestiaux, comme on y appelait. C'était les patrons qui sont venus nous chercher. Alors moi, je devais partir à Linz. C'était en Autriche, là-bas aussi. Je ne devais pas partir avec les copains qui devaient rester à Graz. Alors ce fameux Raymond Loffenberg, il était venu discuter avec les Allemands, comme il parlait l'allemand. Et je suis resté quand même à Graz avec eux. Alors on était dans une fabrique de wagons. On faisait les wagons citernes, les wagons de porte-chars et les wagons de marchandises. On a été ramassés presque dans les premiers, parce qu'ils avaient demandé des volontaires, puis il n'y en a pas eu beaucoup des volontaires. Alors après, ils ont fait une réquisition au titre de la relève, soi-disant qu'on devait faire revenir 2 prisonniers à notre place. Alors est-ce qu'il y en a qui sont revenus? Ils ne l'ont pas dit, hein. Je ne sais pas du tout. Puis après, ils ont ramassé 3 classes. Donc la 40, 41 et 42, c'est là qu'est venu le STO. Voilà. Et qu'est-ce qui a fait un peu la force des maquis? C'était un peu le service du travail obligatoire, qui après s'était mieux organisé. Ils avaient eu le temps de s'organiser, et donc ceux qui ne veulent pas partir en Allemagne, ils partaient au maquis. Mais au début, il n'y avait pas grand-chose, parce que d'abord, la résistance qui tenait les maquis, il fallait qu'ils logent les gens, il fallait qu'ils les nourrissent. Et on était quand même 600 000 qui sont partis. Et pour planquer tous ces gens-là, c'était pas facile pour eux non plus. Hein. Alors après, ça s'est organisé petit à petit, c'est ce qui a fait les maquisards, donc. Je ne pense pas me tromper sur cette chose-là. J'ai su, mais bien après, qu'il y en avait dans ma classe mais en général, elles étaient dans le scoutisme. Il y a dû y avoir des mouvements qui sont partis du scoutisme. J'ai su aussi qu'une de mes camarades a été fusillée à Saint-Genis-Laval. Elle était dans ma classe. Et quand j'ai lu le livre de Lucie Aubrac, Nous partirons dans l'ivresse, elle en parlait de cette fille et elle se sentait un petit peu responsable peut-être de l'avoir. Est-ce qu'elle l'avait engagée dans un mouvement? Je ne sais pas. Où ils se sont retrouvés. Enfin, je ne sais plus bien comment. Parce qu'elle était un petit peu plus âgée que moi, mais elle était quand même jeune. J'ai voulu m'engager dans l'armée pour défendre mon pays. Et à 16 ans, il faut l'autorisation parentale. Et mon père, qui est un grand mutilé de 14-18, n'a pas voulu me signer. Donc voilà. Et je vais travailler dans une centrale électrique jusqu'en 1940, où Lyon étant déclarée ville ouverte, je m'en vais de Lyon au moment où les Allemands vont rentrer dans Lyon, en espérant encore rejoindre l'armée française. Malheureusement, c'est la débâcle et je suis arrêté en dessous de Montélimar après avoir fait le parcours en bicyclette par l'armistice. Voilà, je suis arrêté. Mon père me fait savoir que les troupes allemandes se sont retirées, qu'il ne reste plus que les commissions d'armistice, donc que je peux revenir. Et je reprends le travail dans cette centrale électrique, où déjà les gars là sont équipés pour faire sauter les transformateurs, les pylônes à tension, pour que les usines françaises ne travaillent pas à plein temps pour les Allemands. Voilà.
mon comportement face aux événements fait qu'on me demande si je veux les aider. Et c'est très volontiers que j'accepte. Je suis dans la distribution des tracts et des journaux. On a un laissez-passer fait par la centrale, éventuellement pour la dépanner et pour circuler de jour et de nuit. Hein. Je m'en sers autrement, mais enfin voilà. Et ça permet de passer quand une patrouille allemande la nuit qui vous arrête, je vais dépanner la centrale. Ça fait partie de ce qu'on avait à faire dans la résistance. Voilà. Et alors, partant de là, après, je suis en contact avec un réseau d'action et renseignement dont le chef de réseau est Michel Caillot, neveu du général de Gaulle. C'est le réseau Charette. Et là, on fait du renseignement, des faux papiers, surtout des cartes d'identité et des papiers pour faire évader les prisonniers de guerre d'Allemagne, quoi. Voilà, ça faisait partie de notre travail. On en aurait fait de 25 à 30 000. C'est pour vous dire que vraiment on a fonctionné. Et à l'intérieur de ces 25 à 30 000, il y en aurait de 3 à 5 000 pour des juifs, que je ne connais pas, mais qui ne me connaissent pas non plus. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on donnait de la main à la personne intéressée, c'est des circuits détournés, enfin voilà. Je n'ai pas un sentiment ni de peur, ni... On se rendait bien compte quand même de ce qui se passait, mais mon père était toujours collé à la radio, oui, Londres ou surtout la Suisse, oui. Mais on n'en parlait pas bien en famille, non. Quand il y avait des alertes quand même, quand ils avaient bombardé Vèze par exemple, alors là ça avait fait vilain. Et puis un autre endroit où ils avaient bombardé, c'était une gare, je ne me rappelle pas exactement où c'était. Ouais, alors là on avait peur quand même. Hein. Mais nous à Saint-Clair, non, c'était un petit village, tout le monde se connaissait. Hein. Si on avait eu peur, on ne faisait rien, hein. Donc fallait dominer la peur parce que la résistance, psychiquement, il faut tenir le coup. Hein. Parce que quand vous êtes obligé de vous méfier de tout le monde, hein, c'est pas toujours rigolo. Hein. Et moi, j'ai vu arrêter Victor Bach et sa femme. J'étais à l'épicerie qui était en face, et je vois une traction noire qui arrive, et la dame, elle s'appelait Madame Gramusset, elle me dit « Cache-toi sous la banque ». Alors je dis « Mais pourquoi ? Je vais faire une commission ». Elle me dit « Il y a la Gestapo en face ». Alors j'ai vu sortir les types en noir, chapeautés, la traction noire, et le monsieur Victor Bach, il était malade, il était en pyjama, et ça m'est resté gravé dans la tête, un pyjama rayé, ils l'ont mis comme ça, hop, ils ont emmené sa femme, ils les ont tués là, pas loin, alors comment c'est J'ai rencontré Jean Moulin, oui, plusieurs fois, 4 ou 5 fois par là, mais je ne savais pas que c'était Jean Moulin, pour la bonne raison qu'il venait dans un magasin en ville où les 2 personnes qui étaient dans le magasin, c'était deux femmes, et il y en a une qui était de notre réseau, en contact direct avec le neveu du général de Gaulle, et l'autre était de franc-tireur, en contact avec Jean-Pierre Lévy, celui qui a été fusillé d'ailleurs. Et Jean Moulin venait là dans le magasin. Est-ce qu'il apportait des directives à la personne qui était ou de franc-tireur ou de notre réseau? Moi, je n'étais pas l'interlocuteur à qui il avait affaire. Mais enfin, on discutait comme on peut discuter maintenant, là. Et j'ai su en rentrant d'Allemagne que c'était Jean Moulin pour la bonne raison que j'ai fait le tour des personnes que j'avais connues s'il n'y avait pas eu d'ennui ou autre. Et là, une des personnes me dit, je devrais avoir une plaque à Jean Moulin dans mon magasin. Et je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit, mais tu l'as rencontré au moins 4 ou 5 fois. Et
c'est comme ça que je sais que j'ai rencontré Jean Moulin. C'était à Néron qu'on les a fusillés, Victor Bache et sa femme, à Néron. Il y a d'abord une statue sur la place. Et vous vous rendez compte de Saint-Clair, c'était pas loin Néron. Ils ont fusillé là-bas. Et je les ai vus partir. Et quelques années après, comme je travaillais en maternelle, les petits-enfants sont venus voir où ils habitaient avant. C'était un petit château qui était avant. Maintenant, c'est un immeuble, un grand trèfle, ils appellent ça. Et on avait donné le nom au groupe scolaire. Victor Bache, c'est pour ça. Non, on ne l'a pas su. Et c'est bien après que les choses se sont dévoilées, non. Enfin, quand je dis on ne l'a pas su, je ne veux pas généraliser, il y a peut-être des gens qui l'ont su, mais à Saint-Clair, non, je ne crois pas. Vous savez, Saint-Clair et Caluire, c'était pas pareil. C'était pas la même population, parce qu'ici, c'était très agricole, et il y avait des métiers de maraîcher. À Saint-Clair, pas du tout. C'était des usines et une population ouvrière. Moi, j'étais pas là, j'étais en Autriche. Et ma mère a été chez le docteur du Goujon le jour que Jean Moulin s'est fait arrêter. Elle était donc dans la salle d'attente qui attendait, il y avait plusieurs personnes là-bas. Et tout par un coup, la Gestapo est rentrée avec le revolver au poing. Elle a vu Aubrac qui a mangé un document. Et puis ils ont fait sortir tout le monde. C'est là que Hardy a essayé de se sauver. Donc il y a tout vu. Ils l'ont tiré dessus. Est-ce qu'ils l'ont loupé? Est-ce qu'ils l'ont fait exprès? Je ne sais pas. Après, ils ont attrapé ma mère. Ils ont emmené Jean Moulin, bien sûr, avant. Les mains sur la tête. Et puis tous les résistants qui étaient avec lui, bien sûr. Et ils ont emmené ma mère avec donc cette dame et une autre dame qui était consultante. Ils les ont emmenés jusqu'en bas de Castellane. En route, ils se sont arrêtés pour demander à un cantonnier s'ils n'avaient pas vu quelqu'un qui s'était caché dans les ravins là-bas. Ils sont descendus en bas de Castellane. Et en bas de Castellane, ils sont remontés par la montée Victor Hugo. Et ils sont arrivés au stade Henri Cochet, ils les ont libérés. La dame a dit, moi j'attends le tram. Ma mère a dit, moi j'attends rien du tout, je rentre à pied chez moi. À la suite de ça, elle a gardé de l'eczéma jusqu'à la fin de ses jours. Et chaque fois qu'elle voyait la photo de Jean Moulin, ça l'impressionnait si elle faisait quelque chose. Et figurez-vous, à 80 ans, donc à 10 ans de ça, j'ai arrosé mes 80 ans, quoi. On était mangé dans un café à La Fontaine, avec ma nièce et toute la famille. Ils m'ont offert un cadeau. J'ai dit, qu'est-ce que c'est qu'ils m'ont offert là-dedans? J'ai ouvert la photo de Jean Moulin. Ah ben écoutez, je ne sais pas ce que ça m'a fait, j'ai pas l'habitude de pleurer, mais j'ai pleuré dessus. Dans notre réseau, on avait des rendez-vous tous les soirs, régulièrement, à heure fixe. On ne stationnait pas plus d'1-2 minutes, sinon on prenait le rendez-vous suivant. Et il y en avait plusieurs. Et le 21 au soir, quand je rencontre mon chef, il me dit il y a des hautes personnalités qui ont été arrêtées à Caluire, il faut que tu ailles voir qui est arrêté. Dès le lendemain, le matin, je vais à la maison du Goujon, et là, le fait de regarder ces fenêtres, on était pris en chasse par la Gestapo. Voilà. Je suis descendu par ce chemin-là, rapidement d'ailleurs, et puis après par les traboules, j'ai semé la Gestapo, et quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, ben voilà, j'ai fait que traverser la place parce que de regarder les fenêtres, je suis pris en chasse depuis ce matin. Et alors, il m'a dit, ben, te fais pas de soucis, on le saura par la police. Effectivement, on avait par exemple un gars qui est venu directeur national de la DST à l'époque, qui nous renseignait. Même à Caluire, on avait un gars qui était des renseignements généraux. Et moi, j'étais en contact aussi avec Curova, qui était chef du candidier à Caluire. Malheureusement, sur la plaque, sur le monument, j'ai beaucoup de mes copains qui ont été alignés.
quand mon frère est parti, il est rentré au Maquis, dans le Dauphiné. Et ils étaient chez un paysan la journée, mais la nuit, ils étaient réfractaires, quoi, la nuit. Eh bien, j'avais été le voir, alors il m'avait dit une fois, on a du courrier, tu veux nous l'emmener? Moi, j'ai du courrier. Alors, moi, j'ai dit non, moi, je ne veux pas emmener du courrier. Et alors, mais j'avais pas beaucoup, 2-3 lettres, pas plus. Puis dans le moment, on avait des gaines. Alors, dans la gaine, je me suis fait arrêter à Bron, une alerte par les Allemands, en vélo. Papier, carte d'identité, Raoult. Alors, je fais voir. Et dans le moment, on avait une ceinture avec une sacoche. On mettait tous les papiers. Il ne m'avait pas pris ma sacoche avec ma ceinture. Il ne voulait pas me la rendre. Alors, moi, j'ai fait vilain. J'ai dit, moi, sacoche, hein, avec les papiers. Mais ils me l'ont rendu. Alors, là, ils m'ont piqué. Je ne sais pas, c'est pas des baïonnettes, je ne sais pas ce que c'était. Ils me piquaient partout pour voir si j'avais pas des armes. Heureusement, j'étais pas maigre, hein, heureusement. J'avais 2-3 lettres. Alors, attendez. J'ai eu une avèse, rue Marietton. Alors, on m'avait dit, si tu portes la lettre, il ne faut pas la mettre dans la boîte, il faut la porter directement à la personne. Puis j'avais trouvé la personne. Et quand elle m'a ouvert, elle était bien maquillée, la bonne femme. Et je vois dans le hall, un petit vestibule, il y avait une capote allemande. Alors, je dis, oh, excusez-moi, je me suis trompée. Elle voulait absolument savoir où je voulais aller. Puis je suis partie. Puis la lettre, je l'ai redonnée, je n'ai pas dit. Hein? J'ai dit, elle était en mal d'amour, je ne pouvais pas le dire. Alors, je n'avais pas dit. Mais après, je n'ai plus voulu. Quand je me suis fait arrêter par les Allemands, je lui ai dit non, je ne vais plus. Ils auraient pu me tuer. Hein. Les Allemands étaient à Fontaine-sur-Saône. Ils ont fait tuer un des leurs là-bas, qu'ils ont enterré place des Marronniers. Il est resté assez longtemps enterré place des Marronniers. Ensuite, ils sont descendus sur Caluire, par le Monterroy, bien sûr, et puis après, jusqu'à Caluire. Le maire de Caluire, qui s'appelait François Pessel à l'époque, ayant eu vent de cette affaire, et sentant que la bagarre allait arriver, a demandé justement la propriété des frères ici. C'était les frères des écoles catholiques qui étaient propriétaires de la mairie et du terrain à côté, pour que les Caluirards allaient se réfugier pendant la bagarre dans la propriété des frères pour les protéger. Et alors, moi avec mon père, quand on habitait un poste-gaillard, puis un copain qui avait mon âge, qui habitait un poste-gaillard aussi, on est donc descendu pour venir se réfugier ici. Et quand on est arrivé en haut de la montée Castellane, il y avait un agent de police qui nous a dit « Vous n'avez pas le temps d'aller là-bas, aux frères, rentrez donc sous les abris qui est sous la place Castellane, donc la place Louillardou maintenant. Et ces abris doivent toujours y être. C'était en cas de bombardement pendant la guerre, les gens de Caluire s'abritaient là-bas. Donc on est descendu depuis la grande rue de Caluire jusque là-bas, vers l'entrée de montée Victor Hugo. En cours de route, il y a deux soldats français qui étaient là, puis peut-être un autre à côté, et qui nous ont dit, il y en a un qui nous a dit, donc celui qui s'est fait, je ne me rappelle pas, Eugène Rendu, il nous a dit avant de se faire descendre, on va en descendre 2 ou 3. Mon père lui a dit, ça servait à quoi? C'est foutu, maintenant on est foutu. Enfin, nous on est descendus, et eux ils sont montés. Et à l'angle de la montée Castellane, avec la rue Jean Moulin maintenant, il y avait un café qui s'appelait Bain Brebis. C'était Bain Brebis qui tenait ce café. Elle avait un grand pot de fleurs en ciment, avec une plante dessus, qu'on avait une terrasse qui était avec des tables pour les clients, puis des chaises. Et le gars s'est planqué là, sous ce pot de fleurs, et il a tiré sur un char allemand. Et le char allemand a reculé, il est monté sur le trottoir du coiffeur, et il a tiré sur lui. Son pied est venu voltiger à côté de nous. Et nous, on est vite rentrés là-bas dans les abris. Peut-être que les gens ne nous ont pas vus, parce qu'ils nous auraient peut-être tiré dessus, je ne sais pas du tout. Et des gens de Caluire, avec l'appui du maire de Caluire, ils sont venus se réfugier ici. Mais les Allemands, ils ont pris le maire de Caluire, et M. Giron, qui était menuisier et qui s'occupait de la Croix-Rouge, et un autre, que je ne connais pas son nom, qui était de la Croix-Rouge aussi. Ils les ont emmenés depuis la mairie jusqu'à la frontière là-bas de Lyon, en les prenant comme otages, en leur disant « il ne faut pas qu'ils se tirent un coup de fusil maintenant ». Qu'est-ce qu'ils allaient faire d'eux? Allez savoir. Et il n'y a pas de tir un coup de fusil, heureusement, donc le maire de Caluire, qui était Pessel à l'époque, François Pessel, ils sont revenus avec les gars de la Croix-Rouge, il n'y a pas eu de problème. J'avais en vélo, j'avais été voir mon frère, et c'était à Jallieu ou Saint-Savin par là. Alors il y avait un parachutage, je dis j'aimerais bien le voir. Puis j'étais toute seule comme fille, hein. Je ne connaissais pas les jeunes. Ils avaient des lampes de poche, alors ils avaient l'heure que l'avion devait parachuter, alors ils avaient des lampes de poche. Là, je n'étais pas tellement tranquille. Hein. Et puis là, ils avaient envoyé de l'argent, des armes, du tabac,
puis des pansements. Et on a été les cacher dans l'église à Saint-Savin, en haut, des petits escaliers comme ça. Moi, je suis montée, mais je ne pouvais pas arriver à redescendre parce qu'il faisait noir. Je vais me casser la figure. Oui, j'ai acheté un parachute. Et il m'avait donné donc du parachute, que je m'étais fait un jupon avec. Et comme je travaillais dans la broderie, j'avais eu de la broderie, j'avais mis en bas. Toutes mes copines étaient venues, vous mettez pas des beaux jupons. Mais je dis, ah ben voilà, secret, je pense. Et les soutiens-gorge aussi, on avait fait. Bon, on se débrouillait. Hein. Les Allemands, quand ils se déplaçaient dans les rues, ils chantaient énormément. Ils chantaient très bien. Ils chantaient à plusieurs voix, je vous assure que ça avait de l'allure. Bon. Mais alors, je vais vous parler aussi de leur départ de Lyon. Quand ils ont quitté Lyon, ils ont fait sauter tous les ponts sur le Rhône, sauf le pont Wilson. Et sur la Saône, ça n'avait pas grand intérêt. Je ne pense pas qu'ils aient fait sauter les ponts de Saône. Mais les ponts du Rhône, ça fait que Lyon était coupé en deux. Hein. Quand on voulait, il n'y avait plus de tram, il n'y avait plus rien. Et le téléphone, n'en parlons pas. Tout Lyon passait par un pont, qui était le pont Wilson. Et quand ils sont partis, alors là, ils sont partis pas brillants. Donc, à la maison, puisque c'était une maison de transport, hein, mon père avait transformé au fil des années les chevaux et on avait des véhicules. Et donc, le portail sur la rue était ouvert. Donc, quand ils sont passés, ils ont repéré 2 voitures qui étaient dans la cour et mon vélo. Pardon. Et tout ça, c'est parti vite fait, bien fait. Hein. Donc, ils partaient, ils cherchaient des moyens de locomotion pour mieux partir. Voilà le souvenir que j'ai du départ des Allemands. Le 15 mars 1944, on reçoit comme consigne de préparer le débarquement. Préparer le débarquement, ça consistait à regrouper nos gars des maquis passifs. Les autres avaient déjà des consignes pour attaquer, mais enfin, nous, et pour armer nos gars, on avait quand même des dépôts d'armes un peu de partout, les regrouper, faire sauter ou occuper les points névralgiques, et voilà. Et moi, je suis arrêté le 31 mars 1944, transféré instantanément à la Gestapo, voilà. Par 4 hommes, je suis arrêté par 4 hommes dans la rue, au coin de l'avenue de Saxe et de la rue de Bonnel. Alors en face, il y avait le service du travail obligatoire. Je connais tout. Oui, voilà. Je suis torturé par Barbie, plusieurs fois à la baignoire, je ne parle pas. J'ai une chance inouïe parce que au moment où ça va amplifier, d'ailleurs j'avais décidé de vendre ma peau un pour un, décidé d'en tuer un, je ne suis plus en travers, rien du tout. Puis il pousse dans la salle de torture un gars et Barbie dit laissez-le de l'autre côté, j'ai pas parlé, occupez-vous de lui, il nous a fait sauter 15 trains de permissionnaires. C'est peut-être nous qui y avions passé les horaires de train parce qu'on avait ce moyen aussi de le faire. Voilà. Et moi, il me laisse de côté et je suis transféré à Montluc. Je ne reste pas longtemps. Je suis le 31 mars, tout de suite, je suis allé à Montluc. À Montluc, je ne vais pas en cellule. Pourquoi, j'en sais rien. On me met dans ce qu'on appelle l'atelier, là-bas. Une grande pièce où on a environ 200, 250. On couche dans des chalets, mais on est plein de vermine, de punaises, de puces, de poux, enfin tout ce que vous voulez. Ça fait partie du décor, tout ça. Et voilà. Et le 1er mai, je suis évacué sur Compiègne. Et le 8 mai, je suis embarqué avec d'autres. On est 120 dans un wagon à bestiaux. Ça dure 4 jours et 4 nuits, sans boire, sans manger. Et là, quand on arrive à Buchenwald, ça aurait pu être un autre camp, enfin ça a été Buchenwald, la destination. Et là, bien, ma foi, on a 10 morts dans le wagon. On a une partie de gars qui sont devenus fous par le manque de boissons, d'autres qui sont à moitié asphyxiés.
Alors je le dis, j'ai la chance encore d'avoir été coincé contre la fente de la porte du wagon et de pouvoir respirer avec 3 ou 4 autres qui sont plaqués contre cette fente. Voilà. Et voilà. Et quand les portes s'ouvrent, on a en face de nous les SS, mitraillettes au poing, et des chiens excessivement dangereux. Sous pression en permanence, à se méfier de tout le monde. Par exemple, à ne pas frôler marcher sur le bord du trottoir, au lieu de marcher près des maisons. Ça a l'air de rien, mais on pouvait être aspiré par la Gestapo alors qu'ils n'avaient pas le temps. On avait le temps de faire quelque chose. Vous voyez, c'est idiot, mais c'est comme ça. Dans quel état d'esprit j'étais? Ben, je faisais des études qui étaient sérieuses, parce que pharmacie, bon, j'étais très donnée au scoutisme. On avait une vie de famille intense, parce que mes grands-parents étaient lyonnais, et tous les dimanches, ma grand-mère mettait un superbe couvert, ils étaient déménageurs, eux. Et superbe couvert, et on était tous les dimanches en famille. Alors il y avait une vie de famille intense qui permettait de garder un certain équilibre, vous voyez. Moi, mon père, il avait fait la guerre de 14. Et je crois que c'est mon père qui m'a influencé là-dedans. Et dans les tranchées et tout, puis la guerre de 14, c'était autre chose que cette guerre-là, c'est malheureux à dire. Hein. Alors, je sais pas, mon père est mort à 40 ans, issu de guerre. Et même, je sais pas, j'étais patriote, moi. Vous voyez, je pensais à mon père, tout ce qu'il avait fait et tout. Et moi, c'est ce qui m'a poussé à le faire. Je venais juste d'avoir 20 ans, au mois de février. Il m'a ramassé fin février. On a eu le malheur d'avoir 20 ans, nous, à cette époque, et on a eu avoir 20 ans 10-15 ans plus tard. Hein. Mais enfin, on n'avait pas le choix, c'était comme ça. Hein. Mais comme je dis, moi, il y en a qui en ont bavé plus que nous aussi. Hein. Moi, c'est peut-être cette pleurésie qui m'a sauvé la vie, qui m'a permis de rester 11 mois, parce que si j'étais resté 2 ans de vie comme certains, je ne sais pas où je serais maintenant, j'en sais rien. On a fait tout ça. À l'époque, je ne pensais pas que ça aurait été si important. Enfin, mais je vois qu'on a pris notre part quand même dans la libération de notre pays. Ben, mon grand regret, c'est d'avoir été là au moment de la libération, parce que voilà.